Bonjour Jean-Marie Bézard. Peut-être serait-il utile de rappeler ce que l'on entend par innovation. Oui, cela peut être utile, mais tout d'abord, permettez-moi de saluer chaleureusement les participants, les contributeurs de ce forum des idées pour le Québec, et tout particulièrement Philippe Couillard, Premier ministre du Québec, qui a initié ce forum. Je pense que nous serons tous d'accord pour dire qu'une innovation, c'est une invention qui a rencontré ses usages. Et nous avons 4 points fondamentaux pour le reconnaître. Premièrement, une innovation, c'est une création de valeur ajoutée pour l'entreprise, c'est une création d'avantages compétitifs pour une entreprise, pour un pays. Deuxièmement, l'innovation, elle est centrée sur le client, elle est centrée sur l'usager et elle ne vaut que si elle rencontre les usages de ses clients, de ses usagers. Troisièmement, l'innovation, elle est multiforme. Elle est technologique, elle est organisationnelle, elle est de service, elle est sociétale. Quatrièmement, enfin, l'innovation, elle est multilocalisée. Il est loin le temps où les R&D des entreprises étaient essentiellement localisées dans les pays du Nord. Elle est maintenant mondialisée, elle est maintenant répartie dans l'ensemble des pays, elle est notamment dans les pays émergents. Je prendrai 2 exemples. Le premier qui nous est cher à nous Français, parce qu'elle concerne l'industrie automobile, avec l'avènement de la marque Logan, conçue initialement en Roumanie pour des pays émergents et qui finalement rencontre un succès considérable dans les pays d'Europe du Nord. Deuxième innovation, le Kenya, pas d'infrastructure téléphonique, donc un saut qualitatif et quantitatif dans la téléphonie mobile, ce qui a généré une foultitude d'usages, notamment en matière bancaire, qui sont extrêmement stimulants pour les autres pays, y compris les pays développés. Tout le monde semble aspirer à l'innovation, mais est-ce bon en soi? On est effectivement devant un paradoxe. Tout le monde semble aspirer à l'innovation, tout le monde semble appeler l'innovation de ses voeux, mais sans que cela dérange trop les manières de vivre. Et comme le dit la chanson de Petula Clark, tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Il ne faut pas oublier qu'au XVIIIe siècle, étymologiquement, novare, c'était celui qui rompt, qui se démarque de la norme. Et le novateur, c'était le transgresseur. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Galilée. Novateur transgresseur, novateur destructeur, c'est vrai pour le XIXe siècle technique, c'est vrai également au XXIe siècle pour les différents projets de re-engineering qui de nos jours irriguent les process de production, provoquant aussi la disparition de nombreux emplois pour les recréer ailleurs. Et il n'est pas vrai que tout le monde va accepter de quêter de cœur ce que Schumpeter appelait la destruction créatrice. Il y a donc un véritable paradoxe, c'est-à-dire que tout système, toute organisation tend à l'équilibre et l'innovation le rompt. Et ce paradoxe, on va voir au fil de mon propos qu'il faut le prendre en compte. Alors, comment transformer l'invention en innovation? C'est un point crucial pour toute politique visant à soutenir, à développer l'innovation. De bien comprendre que l'innovation ne se décrète pas parce que c'est l'usage social qui fonde l'innovation. Si nous prenons l'exemple du smartphone, ce sont les usagers qui progressivement en ont, par leur demande, par leur comportement, étendu les usages. De simple téléphone, il est devenu calculette, il est devenu ordinateur, il est devenu appareil photo, il est devenu téléviseur, GPS, boussole. Bref, quand on marche dans la rue, on s'aperçoit que tout le monde a les yeux rivés sur son smartphone et que des doigts s'agitent frénétiquement pour envoyer des messages, écouter des radios, des musiques, etc. Ces usages, il est extrêmement important de pouvoir les qualifier, de pouvoir les écouter, parce que la technique seule ne suffit pas à produire de l'innovation. Et donc on a une sorte d'interpénétration entre l'innovation technique et l'innovation sociale.
Et cela, c'est tout à fait crucial de le comprendre. Je vais par exemple prendre deux exemples. Un exemple qui est issu de l'industrie automobile, la méthodologie des plateaux innovation-créativité permettant d'accélérer le développement des produits finis. Eh bien, elle a été transposée dans des projets à caractère social. Par exemple, des projets de développement social, des projets visant à développer les capacités de parentalité des parents. Deuxième exemple, l'analyse sociologique qui, elle, est issue des sciences humaines, analyse sociologique des logiques d'action, eh bien, elle est très souvent intégrée dans la gestion de projets très complexes en matière de recherche, en matière d'industrie nucléaire, en matière de haute technologie. Oui, d'accord. Innover. Mais comment? Du fait du caractère paradoxal de l'innovation, il y a une forte ambivalence à l'égard des innovateurs, à la fois demande d'innovation et crainte par rapport à l'innovation, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce qui veut dire que pour favoriser l'avènement de l'innovation, il faut agir sur l'ensemble du système et au travers de trois axes, la culture, l'organisation, le relationnel. Agir sur la culture, c'est développer le sens de l'anticipation, c'est développer aussi des références communes dans un pays, dans une entreprise, dans une communauté, dans une société, au travers aussi des cursus scolaires, des cursus universitaires, mais aussi d'ateliers de prospective pour les citoyens. Je l'ai vu entre autres dans plusieurs villes, dans des ateliers d'urbanisme. Deuxième point, agir sur l'organisation, c'est agir sur les réseaux, c'est agir sur les processus de contribution collective, de co-traitance, sur des thématiques cruciales, entre autres pour le pays, pour le Québec. Alors c'est au travers de comités stratégiques, au travers de prix de l'innovation, au travers de plateaux innovation, au travers de clusters, au travers de zones dédiées à l'innovation. Enfin, agir sur le relationnel. Puisque nous avons un caractère paradoxal, il faut aussi soutenir les innovateurs qui vont être sujets à questionnement, à interrogation. Et l'observation montre aussi que pour développer l'innovation, il faut pouvoir être dans des contextes hétérogènes, dans des équipes hétérogènes qui présentent une multiplicité de points de vue. C'est pas facile à manager, mais c'est extrêmement important de renforcer l'émergence des capacités d'adaptation, d'acceptation des personnalités atypiques qui boostent aussi les équipes et les entreprises. Oui, mais est-ce suffisant pour que tout le monde soit d'accord sur les innovations? Vous avez raison. Innover ne va pas de soi. Et cela demande chez les dirigeants qui veulent faire preuve de leadership le courage d'agir au service du bien commun. Aucune innovation dans aucun domaine ne crée de soi le consensus. Et elle place les dirigeants qui ne veulent pas subir, qui ne veulent pas être fatalistes, dans la position de devoir simultanément construire des accords, embarquer le maximum d'acteurs, de citoyens, dans la mise en œuvre d'innovations qui dépendent largement d'eux, et également présenter ces innovations dans un cadre plus large de développement du pays tout entier. C'est un des fondements de la confiance d'ailleurs que les citoyens accordent aux dirigeants qui vont être capables d'intégrer une vision globale du développement et qui vont prendre des décisions en ligne avec cette vision. Ça implique, nous le savons bien, d'être capable d'expliciter très régulièrement des choix souvent difficiles à prendre en matière d'innovation, dans quelque domaine que ce soit, et je pense qu'il est important de prendre ces décisions en tenant ensemble 4 dimensions en même temps. 4 dimensions. La dimension économique. Est-ce que cela crée de la valeur ajoutée pour les différentes parties prenantes? Est-ce que ça va procurer un avantage décisif, compétitif, dans le cadre de l'économie mondiale? La dimension organisationnelle. Est-ce que cette innovation est réalisable, je dirais, frugalement, ou comme on dirait en France, est-ce que ça ne va pas être une usine à gaz extrêmement complexe, extrêmement coûteuse, et qui finalement ne va déboucher sur rien? Troisième point, la dimension civique. Est-ce que cette innovation contribue peu ou prou au bien commun? Est-ce qu'elle contribue à développer la responsabilité des différentes parties prenantes, dont les citoyens?
Quatrième point, enfin, la dimension relationnelle. Est-ce que cette innovation contribue au développement des personnes? Est-ce qu'elle renforce leur capacité de résilience? Est-ce qu'elle renforce la cohérence et la cohésion de notre société, la confiance des personnes entre elles, la confiance des personnes dans leurs dirigeants, dans leurs institutions? Ces 4 dimensions sont bien à prendre en même temps. Et c'est très fort quand toutes les décisions sont expliquées en tenant compte de ces 4 dimensions. Vous parlez de dirigeants. Cela ne concerne que? J'insiste effectivement sur le rôle des dirigeants, de dirigeants capables de prendre en compte, qui acceptent de prendre en compte les tensions, les antagonismes à bras-le-corps, et ce n'est pas facile, pour trouver des facteurs d'alliance là où le découragement, là où l'aveuglement voit plutôt des facteurs d'opposition. Mais pour conclure, je voudrais insister aussi sur le fait que nous avons besoin tout autant de citoyens innovants. Certes défenseurs de leurs intérêts propres, mais aussi laissant une place aux intérêts des autres parties prenantes, avec le souci de construire un bien commun durable. Des citoyens bien décidés à participer au développement de leur communauté, de leur pays, sans se démettre de leurs responsabilités sur leurs dirigeants locaux et leurs dirigeants nationaux. Développer une société avec un développement économique soutenable suppose de porter une égale attention au développement de la société civile, au développement de toutes les personnes dans cette société. Et cela passe par les 3 axes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et cela, nous ne pouvons pas le faire seuls, nous devons nous ouvrir aux autres pays. Dans cette perspective, souvenons-nous que nous partageons ensemble une même richesse qu'il faut revivifier, la francophonie. Et au-delà de la francophonie, nous pouvons aussi nous appuyer sur la francophilie, sur les pays, sur les personnes qui, au-delà de la langue française, se reconnaissent dans la nécessité d'ouvrir leurs horizons indépendamment des pensées dominantes, pour conduire le développement de façon soutenable. Et je pense que dans cette perspective, la France a besoin du Québec, et je pense aussi que le Québec a besoin de la France. Merci Jean-Marie Bézard.